J'ai l'habitude de dire que je suis journaliste par passion, sociologue de formation et puis écrivain un peu par effraction. Salut, c'est Elgas et je suis Tama. Dans une série d'accidents plus ou moins heureux, ou à travers la fréquentation assidue à la fois de la lecture et de l'écriture, ce destin un peu s'est imposé à moi. Alors, il y a une anecdote très amusante. Quand j'étais petit, à force de lire et de voir l'étendue justement du pays des livres, comme on dit, je me suis dirigé vers mon père qui était prof de lettres et grand lecteur et je lui avais demandé une chose. Comment on fait pour écrire aussi bien que Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Senghor, Césaire? Est-ce qu'il y a une école à faire pour ça? Est-ce qu'il y a une formation à faire pour ça? Et il m'avait répondu, non mon pauvre garçon, il faut avoir un certain don. Et je lui ai dit, mais le don, c'est pas quelque chose en fait de démocratiquement divisé ou attribué à pas mal de gens. Il me dit, il faut à la fois du don, une prédisposition et du travail. Et à mesure que j'avance, je pense que le travail est important, la lecture est importante. J'avais écrit une texte dans mon blog à l'époque où je disais que je serais écrivain à 40 ans. C'est arrivé une décennie ou 15 ans plus tôt, parce que c'était un concours de circonstances. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est une trajectoire, une forme de singularité, d'unicité. Et je dois dire qu'on écrit parce que d'abord on admire ce qu'on a lu et qui nous ont transmis inconsciemment un flambeau. Et que ne pas en avoir conscience, c'est garder une certaine forme d'insouciance qui permet à l'écriture d'être expurgée de certaines formes de gravité, de solennité, de prétention. Moi, j'ai toujours été appelé Petit Jules parce que j'ai été plus petit dans mes classes et avant 13 ans, j'étais plutôt très petite taille. Donc le Petit Jules, ça m'a suivi et puis il y avait un caractère mignon, tendre, très très candide qui m'a toujours plu. Mais Elgas, pour casser d'ailleurs un certain malentendu, ce n'était pas une volonté de départ d'avoir un pseudonyme. C'est que quand j'étais plus jeune, cette coquetterie-là m'a suivi. Une de mes amies m'avait appelé Elgas. Je trouvais que les sonorités entre elles étaient assez agréables. Et j'ai toujours été, moi, piqué de satire. Et les satiristes, c'est connu, très souvent se cachent derrière des pseudonymes. Et ma première expérience dans la presse sénégalaise a été une expérience de presse satirique. Et c'est comme ça que le Elgas a commencé à faire son chemin. Et en écrivant mon premier livre, c'était une évidence parce que pour le coup, c'est un pseudonyme assez transparent qui ne cache rien. C'est une contraction directe de mon prénom et de mon nom. Je suis arrivé à Ziguinchor quand j'avais, je crois, 6 mois. Et c'est vrai que des liens se créent. Mais plus que Ziguinchor, c'est toute la région. Son architecture naturelle, sa végétation, sa couleur verte, son esprit, ses langues, sa gastronomie, les amis qu'on se crée, les odeurs familières de l'enfance, ces ruelles dans lesquelles on a joué au foot. C'est-à-dire ce quartier magnifique d'Escale, très cosmopolite, quartier bariolé de couleurs, avec justement traversé par cette forme d'histoire-là. Et puis les héros aussi. C'est une ville à laquelle je suis particulièrement attaché. Quand j'y suis pas, en fait, c'est son esprit qui me manque, son ancrage, c'est ce qu'elle dégage, c'est ses couleurs. Et cette forme de grammaire, des émotions, des souvenirs, de l'histoire, c'est quelque chose presque de littérairement indescriptible, quoi. C'est de l'ordre de l'indicible. C'est quelque chose que l'on ressent et c'est pourquoi cette parcelle de mystère-là, de l'attachement, de l'amour à une ville ne doit pas obéir à des logiques parfois rationnelles. Donc c'est pourquoi à chaque fois que je replonge dans Ziguinchor, c'est tout à fait différent de toutes les autres villes du Sénégal parce que toutes les villes ont des unicités du charme, des légendes, des perspectives, des horizons. Et c'est ce que je retrouve particulièrement à Ziguinchor et dans ses extensions, parce que j'ai été à Ziguinchor, mais j'ai aussi été à Koubanao, qui est une ville, non pas vraiment une ville, mais un grand village qui ancre encore plus mon attachement à cette région, à son histoire, à son devenir.
Et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de venir, j'y viens et je ne renonce pas un jour de m'y installer, d'y revenir définitivement, parce que je pense que c'est le chemin d'une forme de destinée que je ne voudrais pas bouger. Non mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. C'est vrai que dans le pays, de manière générale, il y a un grand problème de traces biographiques, de maintien du patrimoine, de soins entrepris par les autorités et les institutions pour que toutes ces formes d'architecture, à la fois du souvenir, du lien, de l'histoire, de cette richesse-là, ne partent pas en pure perte. Et c'est vrai que Sembène, qui a magnifié la région, dont il a parlé dans toutes ses interviews, lui qui a eu un attachement particulier à cette ville, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les vestiges des Ziguinchor, on ne retrouve pas cette richesse sembénienne-là, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est véritablement dommage. Mais il y a quelque chose à faire d'une entreprise beaucoup plus vaste de revalorisation du patrimoine, de l'importance justement de cette force mémorielle-là, et puis comprendre que chaque bâtiment, même le bâtiment le plus mal famé, qui a pu abriter une vie, un destin, une histoire, doit constituer une forme de musée vivant qui puisse abriter les échanges, qui puisse être justement la matrice d'une action collective et puis d'une forme de lien avec l'histoire. Et c'est vrai qu'à ce compte-là, nous sommes tous dans une forme de faillite et il faudrait que les dynamiques collectives s'enclenchent au niveau des institutions, de la mairie, du département, de la région, mais aussi des citoyens volontaires, des passionnés de culture, d'histoire, pour que justement toutes ces personnalités importantes qui ont fait cette histoire puissent justement avoir leur visage, leur histoire qui continue un peu à inspirer. Et c'est vrai que sur ce côté-là, il y a un travail colossal à faire, un travail pour dépoussiérer les choses, un travail pour inventer de nouveaux souffles. Mais en toute chose, je pense qu'il faut garder un certain optimisme parce que cet attachement est la matière première qui peut servir de socle et de fondation pour l'impulsion de quelque chose de beaucoup plus global. Et je pense que cette fondation est là. L'idée, de manière générale, dans mon travail, c'est de ne pas parler des hommes uniquement, mais de parler des structures. Et moi, je suis loin d'être un grand fan de Sonko, je suis loin d'être un grand fan de Macky Sall, je suis grand fan de à peu près personne, mais je sais que quand le choix viendra, il faudra le faire sur des principes importants. Et je ne suis bien sûr pas d'accord avec l'accablement ou l'acharnement judiciaire de M. Sonko, mais je ne suis pas aussi de ceux qui disent que la justice est complètement nulle de bout en bout. Il y a des éléments à chaque fois à apprécier. Et dans ce tumulte et ce fracas, ce réflexe sur la complexité, regarder les choses telles qu'elles sont et attribuer des satisfecits quand il le faut, attribuer des critiques quand il le faut, c'est ce qu'on oublie parce qu'on nous urge parfois à choisir un camp. Et je pense que la liberté de l'écriture ne peut pas s'enfermer dans un camp, défendre des principes, oui, mais ne pas justement prendre des partis pris faciles. Il y a des résurgences comme ça, en fonction des cycles géopolitiques que l'on connaît, des contextes historiques, des convulsions dans le monde. Il y a l'émergence de ce discours-là. Donc il faut comprendre justement l'importance par rapport à des symboles, mais aussi qu'il ne faut pas essentialiser. Parce qu'il y a toujours une minorité d'activistes face à des majorités parfois silencieuses. Et l'étendue de ces rapports-là doit être renégociée, bien sûr, quand il y a de l'asymétrie, quand il y a parfois du dumping économique, quand il y a des inégalités, quand il y a les relents d'un pillage, mais essayer de faire des divorces nets avec des slogans, avec des appels à se débarrasser, avec des logiques rhétoriques violentes et tout le reste, c'est le propre de la démagogie et du populisme, parce que les liens sont encore emmêlés, tissés, et que parfois ils le sont pour le meilleur et pour le pire. Et donc, toutes ces choses-là, il faut prendre le temps de les expliquer. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez, mais la séquence dans laquelle on est actuellement ne permet pas une sérénité des discussions. D'ailleurs, les discours les plus radicaux sur la France sont en train parfois aujourd'hui d'être modérés, en tout cas dans un pays comme le Sénégal. Les porte-paroles comprennent justement l'étendue des liens. Et il me semble que c'est une prise de conscience que
tout se fera dans la vérité, dans une certaine forme de justice, dans une quête réelle, dans la création des ressources et pas dans les slogans, dans les parties plus faciles, dans les discours. Mais ce sont des convulsions qui sont des convulsions assez naturelles. Hein. Il ne faut pas forcément les diaboliser. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose aussi d'une puissance coloniale qui se réinvestit dans le pays d'autres manières et que d'autres ne supportent pas. Et il faut le comprendre. Il faut toujours entendre cette colère-là. Mais la colère n'a jamais été productrice justement de ressources de la vie. Elle peut être une étape, elle ne doit pas être une condition.